Maghreb Orient Express, bienvenue à tous, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, le Sahara occidental, un conflit oublié qui refait surface, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines dans l'actualité des deux côtés de la Méditerranée. Le Sahara occidental qui réclame son droit à l'autodétermination, mais le Maroc s'y oppose. Le Maroc a annexé ce territoire en 1975. Il revendique cette région comme une partie intégrante de son territoire. Alors question, quelles sont les revendications, les aspirations, les souffrances, les espoirs également des Sahraouis. Pourquoi ce conflit perdure-t-il ? Il faut savoir que c'est l'un des plus vieux de la planète depuis près de 40 ans maintenant. Quel est le rôle de l'Algérie ? Pourquoi il y a des enjeux régionaux ? Quel est le rôle de l'ONU ? Avec nous ce soir sur ce plateau, Aziza Mint Ahmaïda, bienvenue à vous. Vous êtes membre de l'association de la communauté sahraoui en France. Avec nous également Saïd Soukti, bienvenue à vous également. Vous êtes secrétaire régional en Europe du parti marocain La Voix démocratique. Et puis Olivier Carante, vous êtes journaliste, vous tenez le site d'information Nouvelles du Sahara. Vous vous intéressez à la question depuis 2009, il me semble. Alors pour être très clair, ce soir en outre, nous avons sollicité le ministère marocain de la communication afin de pouvoir également vous donner le point de vue officiel du royaume marocain. Le ministre n'étant malheureusement pas disponible, son cabinet nous a communiqué une liste de 4 noms, liste parmi lesquels nous avons choisi le géopolitologue Charles Saint-Pro, lequel était d'accord au départ, mais il a malencontreusement dû décliner l'invitation parce qu'il prenait un avion ce dimanche soir. Toutes nos autres sollicitations sont restées vaines. Voilà qui est dit par souci de transparence. Aziza Mint Ahmaïda, le Sahara occidental fait partie d'une liste d'une quinzaine, 16 voire 17 territoires dans le monde qui sont considérés par l'ONU comme non autonomes, dont la décolonisation n'est pas terminée. C'est le cas d'ailleurs depuis hier, nos téléspectateurs l'ont sans doute entendu, de la Polynésie française. Quelles sont aujourd'hui vos revendications ? En fait, en tant que franco-sahraoui, on souhaite tout simplement l'autodétermination par un référendum pour le Sahara occidental. En tant que franco-sahraoui aussi, on sollicite bien évidemment l'aide du gouvernement français qui apporte son soutien au régime, enfin la monarchie marocaine. Et donc nos revendications sont principalement l'autodétermination pour le Sahara occidental. Alors la France vous a tout de même soutenu ces derniers jours. Il y a eu des manifestations dans le Sahara occidental. Elle a appelé au respect du droit à manifester pacifiquement. Ça ne vous suffit pas ? Non, ça ne nous suffit absolument pas. C'était une réponse assez timide de la part du Quai d'Orsay. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est clairement que la France change de position. On veut qu'elle soutienne le référendum d'autodétermination. On veut qu'elle soutienne clairement le peuple sahraoui dans sa lutte. Alors on va revenir tout à l'heure sur les acteurs. Vous avez cité la France. Il y a bien entendu l'Algérie qui est montrée du doigt par le Maroc comme étant le principal obstacle au règlement de ce conflit et à la paix dans la région. Saïd Soukti, c'est un sujet très sensible. Vous le savez, au Maroc, c'est un sujet vraiment sensible. On l'a d'ailleurs vu dans Maghreb Orient Express et à TV5 Monde en préparant cette émission. Elle s'est faite dans un climat de pression tout à fait inhabituel. Pourquoi est-ce que c'est aussi sensible ? Bonjour, je remercie TV5 de cette invitation parce qu'à ma connaissance, c'est la première fois la Voix démocratique qui a la parole pour exprimer sa position sur la question du Sahara. Et ce n'est pas anodin parce que le régime a tout fait pour montrer qu'il y a une grande unanimité du peuple marocain. C'est vrai, non ? Non, parce que nous sommes un parti marocain et que avant nous, il y a une génération d'Abraham Serfati et d'Abdelatif Labi, des centaines de Marocains qui ont exprimé la position de l'autodétermination du peuple sahraoui. Et on a toujours joué à la négation de notre opinion et ce n'est pas quelque chose de nouveau, comme vous savez. Il y a une mainmise sur le champ politique, le champ médiatique du pouvoir à faire une négation de l'autre point de vue qui est la nôtre et nous sommes heureux aujourd'hui d'être parmi vous. Alors pourquoi Mais quelle est votre position alors vous exactement sur ce conflit ? Notre position, nous, si vous allumez la télé marocaine, vous allez voir, mis à part les Sahraouis ramenés par les chasseurs de primes, il y a des Sahraouis aussi qui veulent être marocains, à respecter. Et si vous allez à Smara, à Laayoune, à Tindouf et au diaspora, vous allez voir d'autres Sahraouis qui veulent l'indépendance. Nous, ce qu'on veut, c'est dans le principe, on veut que
qu'il y ait un référendum, que tous ces Sahraouis réunis s'expriment dans les urnes sur les deux questions, ou l'autonomie, ou l'indépendance, et qu'on finisse avec ce problème. Alors Olivier Quarante, le référendum, il est prévu depuis 1992, si je ne m'abuse, un an après le cessez-le-feu entre le Front Polisario, qui est le mouvement politique et militaire qui revendique la souveraineté sur ce territoire. Pourquoi est-ce que ça bloque ? Pourquoi est-ce que ça perdure ? Le conflit, en fait, les partis en présence, donc le Maroc et le Front Polisario, avaient d'abord accepté en 88, sous l'égide de l'ONU, donc ce principe de cessez-le-feu et de référendum d'autodétermination. Après, en effet, comme vous dites, en 91, il y a le rapport du secrétaire général de l'ONU qui prévoit les modalités en fait d'organisation de ce référendum. Quand on relit les documents, on voit que c'est presque une formalité. Normalement, ça doit être réglé en quelques mois. Et en effet, on se rend compte que les années sont passées. Il y a eu beaucoup de polémiques autour de la constitution des listes de qui devait voter. Il y a une commission qui s'appelait la commission d'identification et d'inscription des électeurs, puisque l'ONU prévoit, et ça c'est quelque chose qui a été accepté par le Maroc et le Front Polisario, que c'était le peuple sahraoui qui devait décider donc de son intégration au Maroc ou de son indépendance. Le Maroc est d'accord sur ça. Il l'a accepté en 88. Et en effet, au moment de s'entendre sur les listes, c'est pas facile. C'est-à-dire qui est sahraoui, qui ne l'est pas, c'est ça. Il y avait par exemple dans la commission des chefs de tribus sahraouis qui devaient vérifier, etc., qui pouvaient prétendre, parce qu'il y avait, c'était normalement une liste qui datait de 1974, qui avait été établie par le pays qui était colonisateur à l'époque, qui était l'Espagne, et il fallait revoir toutes ces listes, les actualiser, etc. Et les années ont passé, et l'ONU a fini par, tant bien que mal, à établir une liste en 97-98, donc quand même très longtemps après, alors que normalement ça devait être une formalité. Et puis, au dernier moment, je me rappelle d'une déclaration du ministre des Affaires étrangères marocain en janvier 2000, par exemple, qui dit qu'il est hors de question d'exclure tous les Marocains qui se sont installés sur au Sahara occidental. Et donc, évidemment, à partir de là, il n'y a jamais eu d'accord. Combien d'habitants au Sahara occidental ? Un peu plus de 500 000, on estime un peu plus de 500 000 le nombre d'habitants, mais proportionnellement, c'est combien de Sahraouis pour combien de Marocains ? Même si pour le Maroc, on le rappelle, on prend nos précautions, toute la population est marocaine. Mais pour combien, proportionnellement, c'est un Sahraoui pour... Je dirais c'est difficile parce que voilà, il n'y a pas de statistiques. Oui, je pense que ça serait même. Faudrait vérifier ça. C'est délicat. Mais d'après moi, ce que j'ai pu lire, on peut dire que s'il y a à peu près un Sahraoui pour 6 ou 7 Marocains, on peut à peu près. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'au Sahara occidental, le mouvement de colonisation n'a jamais cessé. Et quand, aujourd'hui, on va au Sahara occidental, on voit que ce soit à Laayoune, que ce soit à Darla, à Boujdour, des constructions d'immeubles qui sont censés accueillir des nouveaux Marocains. Donc le mouvement. Mais alors justement, Aziza Mitamaïda, le Maroc dit aussi, il y a une internaute sur la page Facebook de Maghreb Orient Express qui défend la position marocaine, mais qui dit avant il n'y avait rien au Sahara occidental, on a tout construit, on y a mis beaucoup d'argent, le Sahara occidental, c'est notre histoire. Que répondez-vous à des Marocains qui, comme vous, n'étaient pas nés en 1975, mais qui disent c'est notre histoire, c'est le Sahara marocain? Je répondrai tout simplement que s'ils sont persuadés de la marocanité du territoire, qu'ils laissent le processus de référendum avoir lieu, c'est les Sahraouis les premiers concernés, on leur donne la possibilité de s'exprimer s'ils désirent donc l'autodétermination ou le plan d'autonomie, vivre sous occupation marocaine. Et je répondrai aussi à cet internaute qu'effectivement, il y a eu beaucoup, dans les territoires occupés, beaucoup de nouvelles constructions, tout ça. Mais il ne faut pas oublier que le Sahara occidental, il y a énormément de richesses là-bas. Et il y a énormément de ressources. Donc les constructions... Le phosphate, vous voulez dire, les eaux poissonneuses notamment. Exactement, le pétrole aussi. Et donc
les constructions qui ont eu lieu ont pu être bâties grâce aux richesses du Sahara occidental, dont les Sahraouis ne bénéficient pas. Le conflit occidental du Sahara occidental, Saïd Soukti, il est emblématique des rivalités entre l'Algérie et le Maroc. Le Maroc dit l'Algérie cherche à avoir un débouché sur l'océan Atlantique. L'Algérie finance les troubles au Sahara aussi occidental. L'Algérie finance des ONG. Voilà, ce serait l'Algérie qui serait derrière tous les maux finalement de cette région, en sachant que le Maroc a aussi ses soutiens, à commencer par l'Europe notamment et la France et les États-Unis. Que répondez-vous à ça? Quelle est la position de votre parti, vous? Pour nous, chacun choisit ses termes. Mais l'Algérie revendique qu'elle est intéressée par le voisinage d'un territoire à décoloniser. Ça, c'est la position officielle. Mais pour nous, à l'époque de la guerre froide, il y a bien un frottement entre le Maroc et l'Algérie. Et la guerre des sables en 63, ce n'est pas la question de Sahraoui qui a déclenché cette guerre-là. Donc c'est bien, les ficelles sont tirées bien par les grandes puissances qui ont tout intérêt à ce que ce conflit dure, qu'il y ait un statu quo, parce que là, il faut pas oublier que la France, le pays colonisateur, a bien intérêt à être le premier vendeur d'armes dans la région. On voit bien que jusqu'à maintenant, il y a une grande concurrence là-dessus pour s'accaparer des armes. Ça reste toujours un coin stratégique aussi pour les États-Unis, parce que les Américains, ce qui les intéresse, c'est que il faut jamais qu'il y ait un obstacle par rapport au passage de la 6e flotte américaine au niveau de la Méditerranée, au niveau de l'Atlantique. Géopolitiquement, cette question est très intéressante. Et là, déséquilibrée, ça sert bien les intérêts français que les intérêts américains. Alors justement, puisque vous parlez des États-Unis, Olivier Quarante, je parlais tout à l'heure de ce conflit qui revenait sur le devant de la scène. Il y a notamment cette question des droits de l'homme. Alors expliquez-nous, les États-Unis ont voulu, alors ça a provoqué la colère du Maroc, ont voulu finalement élargir le mandat de la MINURSO. Alors la MINURSO, c'est la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental sur l'autodétermination. Finalement, les États-Unis ont rebroussé chemin sous la colère du Maroc. Qu'est-ce que ça change concrètement pour les Sahraouis, cette question des droits de l'homme qui finalement ne sera pas dans le mandat de l'ONU? Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que la MINURSO, depuis qu'elle a été créée donc en 1991, est la seule mission de l'ONU à travers le monde qui ne comprend pas ce volet respect des droits de l'homme. Moi, j'ai vérifié, il suffit d'aller sur le site de la MINURSO. On a accès aux différentes missions à travers le monde. Et en effet, donc, c'est vrai que ça pose question. Pourquoi ce déséquilibre? Après, il y a aussi quand même, et on le note particulièrement depuis quelques mois, une augmentation du nombre de rapports qui sont, à part de mauvaise foi, on ne peut pas contester. Je veux dire, quand, par exemple, Juan Mendes, qui est le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, rend son rapport là, qui a été rendu donc, en mars 2013, suite à une visite qu'il a faite sur place à la fin 2012, il dit des choses quand même très claires sur les mauvais traitements, sur la torture, sur le fait qu'il y a une impunité totale vis-à-vis des policiers ou des militaires qui pratiquent ces mauvais traitements. Il parle aussi d'arrestations et de personnes qu'on relâche dans le désert. Enfin, ça, on peut le vérifier, c'est dans son rapport. Juan Mendes, c'est pas n'importe qui. Christopher Ross. Sur cette question, Christopher Ross, qui est l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a mentionné aussi des choses très claires. Cela dit, quand les États-Unis ont tenté cette démarche, notamment avec Susan Rice, qui s'occupe de la région Afrique pour le département d'État américain, il y a eu donc cette levée de bouclier du Maroc qui disait finalement, regardez, on a fait d'énormes efforts sur la question des droits de l'homme, et voilà ce qu'on nous propose aujourd'hui. Pour ceux qui nous prennent en cours de route, je le rappelle, il n'y a pas de voix officielle du Maroc. Nous avons essayé, nous ne l'avons pas eu. Donc, je vous donne l'argument du Maroc qui dit on a fait d'énormes progrès sur la question des droits de l'homme. Alors, là encore, il faut lire les documents officiels. Moi, je me réfère principalement aux documents de l'ONU parce que c'est des mines d'informations et c'est difficilement quand même contestable. Il y a en effet eu, depuis le référendum marocain de fin 2011, la création du Centre national des droits de l'homme au Maroc, qui a ouvert un bureau à l'Aïoun, donc au Sahara occidental. Donc ça, c'est salué. Dernièrement, en février dernier, il y a eu donc le procès de 25 Sahraouis, dont la plupart sont, de façon certaine, puisqu'on les connaît,
où supposés des militants sahraouis. Des civils qui ont été condamnés à de lourdes peines. Voilà, c'était pour les événements d'octobre 2010 survenus à Agdamizig. Tout à fait. C'est ça, près de Laayoune. Ils ont été quand même maintenus en détention depuis octobre-novembre 2010. 11 soldats marocains auraient été tués dans ces événements, dont 2 sahraouis. Donc ça a été c'est le bilan officiel. C'est le bilan des autorités marocaines. Voilà, tout à fait. Et comment ces militants donc ont été jugés par un tribunal militaire, ce qui a été dénoncé par des ONG comme Amnesty International, Human Rights Watch, y compris le secrétaire général dans son rapport d'avril 2013. Donc là aussi, c'est consultable, qui dit qu'il est alarmé par ce fait. Et donc, Il y a des éléments, vous voulez dire, concrets, qui mettent justement le doigt sur cette question des droits de l'homme. Asia Mintar-Maïda, puisqu'on parle de Agdamizig, il y a l'intellectuel linguiste américain Noam Chomsky, de renommée internationale, qui a dit que finalement, le printemps arabe a débuté justement près d'El Ayoun. C'était en octobre 2010, donc on vient de relater l'événement. Est-ce que vous sentez, il dénonçait, Noam Chomsky, le fait qu'il y a un 2 poids 2 mesures, un silence sur Bahreïn, où il y a aussi une répression qui est passée sous silence, et sur le Sahara occidental. Comment vous vivez ces choses-là? En fait, nous, les Sahraouis ont la prétention, entre guillemets, de dire que effectivement les événements de Agdamizig qui ont eu lieu fin 2010, qui ont entre autres qui comportait en fait, si vous voulez, plus de 25 000 Sahraouis qui sont allés installer un campement, donc le campement de protestation à une vingtaine de kilomètres d'El Ayoun. Et en fait, si vous voulez, les 25 000 Sahraouis protestaient de manière pacifique pour avoir l'indépendance du Sahara occidental. Et donc effectivement, cet événement a eu lieu avant les révoltes en Tunisie, en Égypte. Et malheureusement, on n'en a pas entendu parler, notamment. Pas le même écho, vous voulez dire. Exactement, on n'en a pas entendu parler. Comment vous expliquez ça? Que disent les Sahraouis entre eux, par exemple? En ce qui nous concerne ici en France, ce silence médiatique nous pousse à croire que la complicité entre le Maroc et la France est claire, nette et précise. Et donc en France, c'est vraiment. C'est dû, je pense, aux intérêts économiques, exactement. Et la France a tout intérêt à se taire au niveau du Sahara occidental. Alors, il y a en tout cas des voix qui se sont élevées régulièrement ces dernières années pour vous soutenir. Parmi elles, celle de Danielle Mitterrand, l'ex-première dame de France. Il y a aussi un acteur espagnol, Javier Bardem, qui a produit un documentaire qui s'appelle Hijos de las Nubes, la última colonia, enfant des nuages, la dernière colonie. Regardez la bande-annonce. Alors Aziza Mintar-Maïda, comme ça vous seriez espagnol alors, 200 000 Espagnols abandonnés en plein désert, donc c'est quoi, c'est du néocolonialisme ça de la part de Javier Bardem, c'est quoi? Alors j'ai pas eu l'occasion de parler à Javier Bardem pour lui demander pourquoi il y avait justement 200 000 Espagnols, mais je pense qu'il y a une majorité de Sahraouis, notamment en Espagne. Des Hispano-Sahraouis, oui. Exactement, qui ont la nationalité espagnole, mais qui sont originaires du Sahara occidental, tout comme moi je me dis française d'origine sahraoui. Donc je pense qu'il y a eu un... Quelle carte d'identité ont les Sahraouis? La même que les Marocains? Dans les territoires occupés, oui, effectivement, ils ont pour la plupart la carte nationale marocaine. Alors, je vais revenir vers vous, Saïd Soukti, tout à l'heure. On va quand même montrer une carte parce que nos téléspectateurs ne sont pas forcément des gens qui sont initiés à cette région du monde. Et je vais vous demander, Olivier Quarante, de la commenter pour une... Alors là, on voit l'affiche du film donc de Javier Bardem. Je vais vous demander de la commenter pour une bonne et simple raison, c'est qu'elle vient de votre site Nouvelles du Sahara, plus ou moins. Non, vous faites l'amour. Elle est sur mon site, mais c'est pas moi qui l'ai faite. Non, c'est pas vous qui l'avez fait. C'est de l'ONU. Alors explique-nous comment ça se passe. Il y a 80% d'un côté, c'est ça, contrôlé par le Maroc, et 20% de l'autre côté du mur qui sont contrôlés par le Front Polisario? Alors très rapidement, parce que c'est vrai qu'on a évoqué pas mal de choses déjà, mais peut-être est-ce qu'on peut revoir la carte? Oui, on va la revoir, allez-y. Ce qu'on peut dire peut-être pour le téléspectateur, c'est que donc en 1975,
le Hassan II donc, a lancé sur les routes à peu près 300-350 000 civils marocains. La marche verte ? La marche verte, qui est célébrée chaque année au mois de novembre. Alors, elle a été déclenchée le 6 novembre 1975, 3 semaines après que la Cour internationale de justice de La Haye, qui avait été sollicitée sur le sujet, a conclu en fait qu'il n'y avait pas de droit territorial du Maroc sur le Sahara occidental. La réponse d'Hassan II a été claire, on envahit le Sahara occidental, avec la complicité de l'Espagne, qui était encore sur place, puisqu'officiellement, l'Espagne quitte le Sahara occidental en février 1976. Donc cette carte montre en effet que le Maroc occupe depuis 1975 80% à peu près des 266 000, sauf erreur de ma part, kilomètres carrés que compte donc le Sahara occidental. La partie orangée donc montre l'occupation marocaine, avec le trait qui est sur la droite, qui représente donc le mur de défense qu'ont construit les Marocains en plusieurs étapes dans les années 80. Le mur de défense, c'est le terme marocain. Il est aussi appelé mur de la honte par les adversaires de il fait 2700 km. C'est un mur de sable qui est, dixit l'ONU, une des zones les plus infestées en mines au monde. Il y a un programme qui est en cours, etc. Et sur la partie donc à l'est du mur, il y a donc les 20% restants du Sahara occidental, qui est donc sous administration du Front Polisario. Voilà. Et si on voit également, il y a les stations de la MINURSO qui sont représentées en triangle bleu, qui comprend, je crois, 9 postes d'observation. Alors 42 km de frontière avec l'Algérie, je lis mes notes, avec la Mauritanie c'est 1561 km et avec le Maroc c'est 443 km. Saïd Touti, vous vouliez revenir sur la question des droits de l'homme, mais moi je vais franchir la frontière et je vais vous parler des droits de l'homme à Tindouf, dans les camps sahraouis. Le Maroc accuse souvent les défenseurs de la cause sahraoui de dire vous nous parlez toujours des droits de l'homme, mais on pourrait aussi en parler côté algérien, notamment sur le Front Polisario, on le rappelle, qui est le Front populaire de libération de la Sagia et Al-Hamra et du Rio de Oro. Sur cette question des droits de l'homme, vous y intéressez aussi ? Oui, tout à fait, parce que la question des droits de l'homme, du moment qu'il est universel, on se demande pourquoi l'État marocain a peur qu'il y ait un instrument d'observation de la question des droits de l'homme, aussi bien à Tindouf que dans le Sahara. Partout, ils sont universels, les droits de l'homme. On n'a pas à les définir par rapport à un territoire particulier. Je fais confiance aux rapports qui sont dressés récemment par l'Association marocaine des droits humains, qui manifestent bien, qui prouvent bien qu'on a besoin d'instruments de contrôle du moment que le Maroc, aussi bien dans le nord que dans la partie du Sahara occidental, qu'il n'y a pas de respect des droits de l'homme. Les chômeurs sont tabassés tout le temps, les manifestations ne sont pas assurées de se dérouler convenablement. On charge toujours par la police derrière les manifestations. Et la question du Sahara, pour nous, qui a trop duré, on pense que le régime en profite très très bien, parce que ça lui permet de restructurer. François Hollande, le président, pardon de couper, Saïd Touti, quand il s'est rendu sur place il y a quelques semaines, il a dit que le Maroc finalement avançait à son rythme et que c'était finalement, ce ne sont pas ces mots, mais que c'était quand même entre guillemets un modèle pour la région depuis le début des printemps arabes. Je me fais pas de soucis par rapport à ce que pense la France, parce que le Maroc, s'il est endetté aujourd'hui à 479 milliards de dirhams, en grande partie, c'est le capital français qui est emprunté au Maroc. Il y a beaucoup d'intérêts. 6 ou 6% 61% du PIB, c'est la dette marocaine, 61%. La croissance, il devait être à 7% pour répondre aux besoins de l'emploi, elle est à peine à 3%. Il y a que 30% des secteurs qui sont productifs au Maroc, 70% soit le commerce, c'est les services. Donc les indicateurs aujourd'hui au Maroc sont au rouge. Et c'est la France, elle a tout intérêt à ce que cette situation perdure, parce que... Tout à l'heure, alors juste, on va ouvrir un petit peu cette émission sur l'actualité qui est aussi ce qui se passe au Sahel, la guerre au Mali. Christophe Ross, l'envoyé spécial de l'ONU sur place, parle d'un risque vraiment très dangereux. Le Maroc accuse le Front Polisario d'être infiltré par des djihadistes. Certains disent que des membres du Front Polisario ont combattu auprès des troupes de Kadhafi. On sait aussi que le Maroc a envoyé des troupes avec l'OTAN contre le régime déchu de Kadhafi. Vous, quel est votre regard ? Vous avez consacré, Olivier Quarante, un papier à cette question. Quelles sont les conséquences de la guerre au Mali sur le Sahara occidental, potentiellement ?
Mais politiquement, l'ONU a tenté d'exploiter ce conflit donc au Nord Mali pour pousser les parties prenantes à régler définitivement le conflit du Sahara occidental. Mais Christopher Ross l'a reconnu lui-même, l'envoyé spécial de Ban Ki-moon, qu'il n'y était pas arrivé. Alors est-ce que ça veut dire que finalement le risque de contagion c'était juste un argument purement stratégique, hein, ou ça je sais pas. Je sais en effet que le Maroc dit beaucoup de choses et que voilà dernièrement le ministre des Affaires étrangères malien disait que des combattants du Polisario avaient rejoint les troupes djihadistes, etc. Le Front Polisario officiellement dit qu'il n'y a pas de combattants qui ont rejoint les djihadistes et qu'ils mettent tout en œuvre dans les camps de réfugiés de Tindouf pour justement éviter. Il y a un risque social, c'est sûr, qui existe. La radicalisation chez les jeunes Sahraouis, il existe. Il faut comprendre quand même qu'il y a des gens qui vivent, on dit à peu près 150 000 personnes, dont beaucoup de jeunes qui n'ont connu que les camps de réfugiés. De là à dire que moi je pense que la culture sahraoui, elle n'est pas perméable dans les valeurs que en un mot, Aziza Mitaimaneh, sur la culture, quelle langue parlez-vous ? Vous avez 10 secondes pour me le dire. Au Sahara occidental, quelle langue parle-t-on ? Hassania. Hassania. Oui. Pas le dialecte marocain, le Dalija ? Non, du tout. Dans les maisons, vous ne le parlez pas ? Absolument pas. Bon. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités. On rappelle donc que nous n'avons pas réussi à obtenir le point de vue officiel des autorités marocaines, mais nous aurons l'occasion de revenir très sereinement sur cette question du Sahara occidental avec d'autres points de vue. Merci à tous. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Maghreb Orient Express. Vos réactions, vos commentaires dans le respect de chacun et des opinions de chacun sur TV5 Monde. À très vite.